Bon, on continue. Alors, je disais que à partir de cette équation, on déduit que ix fois u, iy fois v, plus i en instant t moins quand je mets ce terme de ce côté, et en instant t moins 1, que je peux approcher par, que je peux considérer que c'est la dérivée par rapport à t, c'est égal à 0, bien proche de 0. Donc, c'est cette équation qu'on va pouvoir utiliser pour faire l'estimation du flot optique. Alors, c'est quoi l'estimation du flot optique? Ben, c'est l'estimation du déplacement du pixel. Elle est où le déplacement? Et ben, c'est le vecteur uxy, v de xy. Donc, pour chaque point xy, j'ai besoin d'estimer le vecteur u de xy, première composante, v de xy, deuxième composante. Le problème ici, c'est que j'ai besoin d'estimer deux composantes du vecteur de déplacement, mais j'ai une seule équation. Alors, en ce sens-là, c'est un problème mal posé. One equation, two unknowns per pixel. Je peux écrire aussi, ça je peux écrire aussi comme le gradient non, c'est gradient U, I ici. C'est gradient de I, produit scalaire, le vecteur UV plus IT égale à 0. Ici, c'est le gradient de I, parce que c'est le vecteur IX, Y. Multiplié par produit scalaire, le vecteur UV. Voici comment dire, une illustration qui montre ce problème euh, ce problème mal posé. C'est que j'ai une seule équation et j'essaye de déterminer un vecteur avec deux composantes. Donc, par exemple, c'est ce qu'on appelle aperture problem. Si je examine uniquement, désolé pour, j'aurais dû mettre, comment dire, la vidéo tourne en boucle. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Concentrez-vous juste à ce qui se passe sur le cercle. Si on regarde uniquement ce qui se passe sur le cercle, si j'examine ces lignes vertes, j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai un mouvement dans ce sens-là. Alors que réellement, le mouvement, c'est dans ce sens-là. Le mouvement est horizontal. D'accord? Alors que si j'examine uniquement ce qui se passe à l'intérieur, je peux déduire que, bien sûr de manière ironique, que le mouvement, c'est dans ce sens-là. Et donc, ça, c'est dû au manque de données. Et donc, pour l'estimation du flot optique, j'ai une seule équation pour deux inconnus. C'est un problème mal posé. Je dois trouver une solution à ce problème mal posé. Je dois régulariser ce problème mal posé pour que le problème devienne bien posé. Alors pour cela, on va avoir trois méthodes différentes. La première, c'est la méthode de Lucas Canat. La deuxième, c'est Horn and Schenk. Et la deuxième, c'est des modèles globaux. Alors, Lucas Canat, ça permet de répondre à la question comment je peux avoir plus d'équations pour un seul pixel. La réponse est très simple. C'est comme j'ai supposé que j'ai le spatial coherence, c'est-à-dire que les pixels voisins sont censés avoir la même direction du mouvement, le même déplacement. Donc, plutôt que de prendre une seule équation, pour chaque pixel, je vais considérer une fenêtre de taille 5 x 5, centrée autour de ce pixel. D'accord? Le pixel, c'est le pixel central. Je prends deux pixels à gauche, deux pixels à droite, en haut et en bas. Ça me donne une fenêtre 5 x 5. Et je suppose que sur cette fenêtre-là, j'ai le même vecteur de déplacement UV, que U de XY, V de XY, est constant pour les 25 pixels. Et donc, plutôt que d'avoir une seule équation, je reviens en arrière, je suppose que cette équation, je pense que j'ai l'égalité ici, que cette équation, elle est vraie pour les 25 pixels. Sachant que je connais I de X, je connais Y, je peux estimer la dérivée de X, dérivée par rapport à Y et dérivée par rapport à T. Les seuls inconnus sont U et V. J'ai deux inconnus et quand je suppose que UV est constant pour les 25 pixels, j'aurai deux inconnus et 25 équations.
Donc, j'aurai une matrice, un système linéaire plutôt, de la forme une matrice A fois le vecteur des inconnus D, D c'est le vecteur UV, fois, égal, pardon, un vecteur B, qui est égal moins le dérivé par rapport à T. La solution de ça, c'est un système surdéterminé. Donc, je rappelle que pour une équation, pour un système AX égale à B, le système est déterminé si la matrice A est carrée. Le système est surdéterminé si j'ai plus d'équations que d'inconnus. Il est sous-déterminé si j'ai moins d'équations que d'inconnus. Là, j'ai 2 inconnus et 25 équations. C'est un système surdéterminé. Alors, pour pouvoir le résoudre, je multiplie par A transposé des deux côtés. Initialement, A est de taille n fois 2, où n est égal à 25. J'ai 25 équations. Si je multiplie par A transposé, j'aurai A transposé AD égale A transposé B. A est de taille n fois 2. A transposé A est de taille 2 fois 2. Et j'obtiens une matrice carrée 2 fois 2, vecteur UV égale moins un vecteur. Alors pareil ici, la matrice A est de taille 2 fois n, le vecteur B n fois 1. Donc ce que j'obtiens ici, c'est 2 fois 1. Et donc je peux inverser, si la matrice est inversible, je peux inverser cette matrice-là et résoudre ce système linéaire pour déterminer le vecteur D. Alors, si la matrice n'est pas inversible, j'utilise la pseudo-inverse. Vous pouvez faire les calculs. Comment, la matrice comment je peux utiliser la matrice pseudo-inverse pour résoudre ce système surdéterminé. Voilà. Maintenant, on a résolu le problème de l'estimation du mouvement. On a résolu le caractère mal posé. Ce qui reste à faire, c'est résoudre le problème ou bien l'hypothèse du petit mouvement. Alors, on suppose que le mouvement est petit et souvent les mouvements sont plus ou moins importants. Alors, une des méthodes pour résoudre ce problème des petits mouvements, c'est faire une approche pyramidale. Alors, ça veut dire quoi une approche pyramidale? Ça veut dire que si la matrice initiale est de taille, par exemple, 128 fois 128, plutôt que faire les calculs, plutôt qu'estimer les mouvements sur 128 fois 128, je vais considérer une pyramide de l'image. Je vais réduire la taille de l'image. L'image initiale 128 fois 128, je divise par 2, j'obtiens 64 fois 64. Bien sûr, je divise à la fois la ligne et la colonne par 2. Je divise encore par 2, j'obtiens 32 fois 32. Maintenant, plutôt que faire les calculs directement en pleine résolution, 128 fois 128, je vais commencer par la plus petite résolution, 32 fois 32. J'estime le mouvement, UV, par la méthode de Lucas-Canat. Ensuite, je projette sur le niveau suivant. Ça veut dire quoi projeter? Ça veut dire le UV que j'ai obtenu pour l'image 32 fois 32, je le multiplie par 2 pour avoir UV pour 64 fois 64. Donc voilà. Voici l'image plutôt que l'approche pyramidale. Ça, c'est l'image en pleine résolution. Et ça, ce que j'avais dit tout à l'heure, 128 fois 128, 64 fois 164, 32 fois 32 et 16 fois 16. Voilà. Bien sûr, quand je réduis la résolution de l'image ou bien la taille de l'image, je le fais à la fois pour l'instant t-1 et l'instant t. Donc, je passe maintenant à la deuxième méthode, Ornay et Schrank. Ornay et Schrank. Alors, la deuxième méthode est une méthode variationnelle. On va écrire, plutôt que tout à l'heure, c'était une méthode discrète. Là, on va considérer une formulation continue.
plutôt que définir un système linéaire, des pixels discrets, on va considérer que l'image sont définies d'une manière continue et que euh, la, la, la première contrainte, ou bien l'équation fondamentale du flot optique, c'est ix fois u plus y fois v plus it égale à 0, ou bien proche de 0. Quand on fait l'approche variationnelle, si je vais minimiser ou bien je veux quelque chose proche de 0, je considère l'intégrale de cette quantité au carré. Alors, vous pouvez voir ça comme le critère du moindre carré. C'est comme si on a considéré tous les pixels et on a fait la somme du critère au carré par rapport à tous les pixels. Donc, l'intégrale, c'est la somme par rapport aux pixels. Au carré, c'est pour, comme on a vu en optimisation, pour éviter le problème du signe. Toujours, l'erreur, on la met au carré, pour éviter que les valeurs négatives, les valeurs positives ne se compensent. Et on va rajouter une deuxième contrainte d'homogénéité ou bien de régularité du champ de déplacement. Maintenant, le UV, c'est plus un vecteur, en fait, c'est une fonction par pixel, en fait, c'est U de XY et V de XY. Et pour supposer que les déplacements, plutôt voilà, que les déplacements sont réguliers, c'est-à-dire que deux pixels voisins possèdent le même déplacement, ou les deux pixels voisins possèdent des déplacements similaires, on va minimiser la norme du gradient au carré. Donc, exactement qui m'a l'image. Le gradient de U, ça quantifie la variation spatiale du déplacement U de XY. D'accord? Ça, c'est la variation spatiale. La variation spatiale, le gradient petit, ça veut dire une variation spatiale petite. Alors, qu'est-ce que des variations spatiales petites? Ça veut dire, si je prends un pixel et un pixel voisin, la variation entre les deux est petite, ça veut dire que les deux pixels possèdent des déplacements similaires. Je fais ça, bien sûr, à la fois par rapport à UXY et à V de XY. Et je fais la somme, toujours la somme par rapport à tous les pixels. Donc, la méthode de Ornay-Schenck, ça cherche, on va chercher les champs de déplacement U de XY, V de XY, comme les fonctions qui minimisent cette fonctionnelle, cette énergie. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu le calcul variationnel, le calcul des variations, l'équation de Lagrange. L'équation de Lagrange de cette équation, plutôt de cette énergie, de cette fonctionnelle, c'est celle-là. Donc, on obtient en fait, pour cette fonctionnelle, on obtient deux équations de la Lagrange. À la fois l'équation de Lagrange. Je minimise f de x. L'équation de Lagrange, c'est f' de x égale à 0. Maintenant, comme j'ai une énergie, j'ai une fonctionnelle, l'équation de Lagrange de cette énergie, c'est une dp. f' de x égale à 0, ça donne une dp. Et comme j'ai deux variables, u et v, j'ai une première équation par rapport à u et une deuxième équation par rapport à v. Excuse-moi, là c'est v. Là c'est v, c'est pas u, c'est v. Donc j'obtiens un système d'équations par rapport à u et v. Voilà. Là c'est bien ix, là c'est y. En résolvant ce système d'équations à dérive partielle, on obtient le champ de déplacement uxy et uv de xy. Maintenant, on passe à un troisième modèle, les modèles globaux. Les modèles globaux, c'est des modèles paramétriques. D'accord? Par exemple, je cherche, c'est en fait le déplacement, il n'est pas décrit par pixel, ce n'est pas u de xy, v de xy,
mais c'est un modèle global qui est défini pour tous les pixels. Par exemple, je cherche une translation qui est appliquée à tous les pixels. Et quand je dis une translation est déterminée par deux paramètres. Quand vous avez une translation en 2D, le t de xy, c'est écrit la transformation de translation. T de xy est égal x plus u, y plus v. Avec u et v, c'est des constantes. Ou bien je peux écrire aussi, c'est x, y plus uv. Avec uv, un vecteur, le vecteur de translation. Maintenant, plutôt que uv, je vais considérer un vecteur que je vais appeler u. Vous pouvez, bon, u gras, en principe ici, c'est u gras, ok? Là, c'est u gras, dans les composantes, c'est uv. xi, c'est les pixels qui appartiennent à R2. Alors, encore une fois, si je considère I1, c'est l'image à l'instant T, I0, c'est l'image à l'instant T-1, comme on a l'habitude de faire, je suppose que la différence, là on utilise le brightness constancy, la constance de l'illumination, ou bien des intensités. L'erreur est minimale, je minimise la différence au carré et je fais ça par rapport à tous les pixels. D'accord? Donc, vous pouvez appliquer les méthodes d'optimisation pour estimer le paramètre U ou bien la variable U, U gras, ou bien le vecteur UV qui minimise cette contrainte-là. Bien sûr, vous pouvez faire la première dérivée égale à 0 et la deuxième dérivée, qui est une matrice, il faut qu'elle soit définie positive. Si elle est définie positive et la première dérivée égale à 0, on déduit que c'est un minimum. On a aussi ce qu'on appelle les métriques robustes, qui consiste à remplacer le carré. Nous, on a toujours l'habitude de prendre les différences au carré, mais en fait, on peut montrer que le carré, ce n'est pas une fonction robuste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire robuste? Ou bien, qu'est-ce que ça veut dire une méthode qui n'est pas robuste? Une méthode qui n'est pas robuste, c'est une méthode qui est influençable par les outliers, comme on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire, si j'ai une erreur dans les données, cette erreur va avoir une grande influence sur le résultat. Ça, c'est une méthode qui n'est pas robuste. Une méthode robuste, c'est même en présence des erreurs, les erreurs vont avoir un effet réduit sur le résultat. Alors, pour avoir une estimation robuste, on va remplacer la fonction carré, x carré, par une autre fonction, le EI carré, par une autre fonction ρ de EI, une fonction qui est plus robuste. On parle aussi des M estimateurs. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter ici. Je suis un peu fatigué. Je pense que... Bon, et il reste deux transparents. Vous pouvez les continuer. C'est pas compliqué. Bon, on va s'arrêter ici. Est-ce que vous avez des questions? Abdelnour, أنا شيخ. des questions, des remarques? لا ما كاش شيخ. D'accord. Aïcha. Non, monsieur, ma cache, merci, monsieur. Abdelrahman. Ah non, monsieur, merci. Très bien. Bon, on s'arrête là. ما نعرفش que السمانه الجايه تقرا ولا ما تقراوش. Parce que officiellement السمانه الجايه رانا كونجي رانا في العطله. Donc انا ça me dérange pas نقدر نقري ما عنديش مشكل. Mais c'est à vous de voir. انتم الثلاثه اللي راكم هناكم حابين تقراو السمانه الجايه ولا ما تقراوش؟ قولوا لي دركا.